Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes heureux de vous avoir encore une fois dans ce rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous chargé d'actualité mais aussi chargé des interventions de très très haut niveau avec des thèmes différents dimanche, premier dimanche du mois d'avril, et nous sommes heureux de continuer nos actions, de diversifier les sujets d'actualité mais aussi les thèmes qui peuvent être des thèmes intéressants pour les uns comme pour les autres. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Pierre-Henri. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Et je tiens à vous remercier infiniment d'avoir accepté notre invitation, surtout un dimanche, parce que actualité oblige et Monsieur Pierre-Henri est DG sur France Terre d'Asile. Ma première question, Monsieur Pierre-Henri, qu'est-ce que c'est France Terre d'Asile? France Terre d'Asile, c'est une organisation qui est née il y a presque 50 ans et qui, à l'origine, a été créée pour donner un contenu social au droit d'asile, qui, comme vous le savez, est un engagement international structuré autour d'une convention qui s'appelle la Convention de Genève et qui est aujourd'hui ratifiée par 146 pays dans le monde et qui, en gros, permet de protéger, en théorie, les personnes qui fuient les exactions dont elles sont victimes dans leur état d'origine, soit pour des raisons politiques, religieuses, pour une couleur de peau ou pour l'appartenance à un groupe social. Et puis cette organisation a évolué, s'est intéressée à l'ensemble des migrations de droit. Et aujourd'hui, c'est une organisation qui compte à peu près 1000 salariés et qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national, mais également à l'étranger, en Tunisie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et qui, d'une manière ou d'une autre, informe, oriente, héberge près de 10 000 personnes par jour. Vous avez dit, Monsieur Pierre-Henri, comme quoi, tout simplement, il s'agit d'une protection en théorie. Cela signifie qu'il y a des difficultés. Oui, mais parce que la question des migrations n'a jamais été un long fleuve tranquille, quel que soit le pays où l'on se trouve. Alors simplement, un tout petit peu de pédagogie pour vos auditeurs. Être migrant, c'est tout simplement quitter son pays d'origine, franchir sa frontière et puis s'installer pendant un an au moins dans un autre pays. Ça, c'est la définition de la migration selon l'Organisation des Nations Unies. Et à l'intérieur de cette migration, eh bien, il y a des migrations forcées, c'est celles qui répondent de l'asile, du droit d'asile. Il y a d'autres migrations qui sont des migrations familiales, qui sont des migrations de savoir, qui sont des migrations de travail, mais l'organisation que je dirige travaille surtout et avant tout sur la migration forcée et sur le droit d'asile. Alors après, il
il faut tout de suite rappeler à vos auditeurs que ce n'est pas en Europe que les flux les plus importants sont accueillis, mais bien sur le continent africain ou sur le continent asiatique, qui est lui-même producteur d'un certain nombre de conflits, que les personnes se réfugient le plus. Et d'abord parce que il faut aussi avoir en tête qu'en règle générale, quand la migration se produit toujours en proximité du pays d'origine et des événements là où ils se produisent. Si vous prenez par exemple les réfugiés syriens, ils sont d'abord énormément déplacés à l'intérieur de la Syrie, mais sinon ils se réfugient à proximité, c'est-à-dire en Jordanie, au Liban, en Turquie, avant de venir en Europe. Il en va de même d'ailleurs de la question des migrations. Les migrations, elles sont tout à fait mesurées dans le monde. Et en gros, elles se divisent en 3 tiers. Un premier tiers qui représente les migrations nord-sud, un second tiers qui représente les migrations sud-nord, puis un 3e tiers qui représente les migrations est-ouest. Et donc, qui sont quasiment équilibrées à 80 millions chacune. Voilà, mais une fois que j'ai dit que la question des migrations était totalement mesurée, c'est-à-dire finalement ce n'est pas la règle sur cette planète, la règle c'est la sédentarité. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose parce que tout simplement il y a autour de la question des migrations aussi le ressentiment, la perception des migrations. Et la perception des migrations n'est pas la vérité, mais en tout cas, on doit en tenir compte dans chacun des pays. Vous savez, la question migratoire a déclenché bien des conflits de par le monde, je pense, notamment au continent africain, mais je pourrais vous dire aussi que sur les 3 dernières années, cette question migratoire a été à la base de la progression des formations d'extrême droite en Europe. Regardez la situation en Italie, en France, en Allemagne ou dans les Pays-Bas. Aux Pays-Bas ou dans les pays de l'Est européen. C'est une règle absolue parce que la migration, elle interroge l'identité de chacun des pays. Elle véhicule son lot de fantasmes. On a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas. Et puis elle induit, au-delà de la liberté de circulation, la question de l'installation induit la question du partage. Et la question du partage, quand vous avez des ressources qui sont comptées, évidemment, pose toujours de gros problèmes. Justement, M. Pierre-Henri, parce que là, simplement, cette très très belle introduction, je tiens à vous remercier de l'avoir fait d'une manière succincte. Je sais très très bien que c'est un domaine très vaste qui demande beaucoup de temps pour l'expliquer d'une manière transversale. Mais mon objectif derrière cette introduction, c'est que simplement la France attire toujours du monde. Il y a des raisons qui, avant que l'immigré, quelle que soit cette personne qui souhaite immigrer en France, notamment en France, il y a une motivation derrière. Et c'est personnellement, on parle d'un pays où le respect des droits de l'homme, il y a encore d'actualité par rapport à d'autres pays, j'ose dire. Hein. Donc il y a une sorte d'assurance qui pousse l'étranger à penser à la France. Est-ce que selon vous, avec les évolutions qu'on connaît ici en France, après les attentats et après beaucoup de remontées aussi de Front National, et on voit bien le Front National est arrivé aux dernières élections présidentielles, est-ce que il y a toujours un climat fertile pour l'étranger de penser un jour à venir ici en France? Mais oui, la question, vous savez, rien n'est jamais acquis. Et la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, auquel j'ajouterais bien le mot laïcité tout en l'explicitant tout à l'heure, voilà, à plus de 2 siècles, et c'est ce qui a fait son attractivité, et qui a développé dans le monde aussi son image.
Et ce n'est pas quelque chose de figé. Bien sûr qu'il y a des tensions dans une société et que parfois il y a des mouvements d'arrêt, il y a des tensions, il y a l'exportation ou l'importation de conflits qui sont un peu loin de nos frontières, mais qui, avec la mondialisation, trouvent des échos dans nos territoires. Mais quant à la question de savoir si la France est toujours un lieu qui représente une attractivité pour les projets, je vous dirais oui. Maintenant, il est clair qu'il y a des règles et qu'il y a des règles à observer. On ne peut pas arriver non plus sur le territoire national sans observer ces règles. Et de la même manière, les États ont à les faire évoluer, à réfléchir en raison de leur positionnement géographique, mais également de leur inscription dans l'histoire. Les États ont à réfléchir à la question de la circulation dans des ensembles régionaux. Je m'explique. Aujourd'hui, sur le territoire national, les principales migrations viennent du sud de la Méditerranée. Les trois premières nationalités qui sont représentées parmi les étrangers résidant régulièrement en France, c'est l'Algérie, c'est le Maroc, c'est la Tunisie. Il y a quelques raisons à ça, ce sont des raisons historiques. Et je pense que nous devons travailler avec l'autre rive de la Méditerranée à inventer des circularités et à travailler autour de la question de migration de projets. Il n'y a pas de droit acquis, il y a simplement à faire vivre des populations qui ont des liens historiques ensemble et à faire partager leur culture dans le respect évidemment de leur propre tradition. Quand je parle de migration de projets avec le sud de la Méditerranée, je pense par exemple à la nécessité de construire les routes de l'énergie, d'exploiter en commun les ressources halieutiques que nous avons autour de notre mer commune, la Méditerranée, mais également à échanger en termes d'apprentissage et de formation pour d'accompagnement pour notre jeunesse. Moi, je rêve véritablement de la création d'offices franco-tunisiens, franco-marocains, franco-algériens de la jeunesse, et pourquoi pas, et ça renvoie à une autre question, d'un office franco-maghrébin de la jeunesse, un peu construit sur le modèle de l'office franco-allemand de la jeunesse, où les jeunesses de nos pays pourraient circuler librement et apprendre. Monsieur Perron, vous êtes en train d'évoquer quelque chose de très important. Je vous cache pas la vérité parce que là, c'est un qui interpelle beaucoup de monde, hein, donc parce que cette émission aussi, là, on a parlé un certain temps par rapport à cette thématique. Il y a deux questions qui sont un petit peu qui se complètent, hein, quelque part. La première question, donc, concernant la France. Déjà, la France, il y a un grand nombre, comme vous l'avez bien dit, la première population d'origine étrangère maghrébine, hein, donc marocain, tunisien, algérien, et on voit comme quoi la France se projette pour l'Afrique. Trouvez-vous normal, comme quoi, à ce jour, hein, je parle de à ce jour, ce qu'on n'avons pas cessé de le répéter depuis un certain temps, pourquoi pas la France, quand je parle de la France, je parle des pouvoirs économiques, d'accord? Je parle du pouvoir social qui peut agir dans ce sens. Pourquoi pas de permettre à ces franco-marocains, ces franco-algériens, ces franco-tunisiens d'être vraiment des intermédiaires par rapport à cette promotion de ce qu'on appelle la coopération nord-sud-sud. Vu que je suis un franco-marocain ou un franco-algérien, peu importe, donc il peut défendre les deux
j'ai la facilité pour parler en arabe, je connais mon pays d'origine, mais aussi je connais mon pays d'adoption, et c'est une belle opportunité d'avoir un bon CV, de défendre le savoir français, chose qui, jusqu'à maintenant, qui est un petit peu très le pas. Est-ce qu'il y a une paresse politique de se pencher sur ce volet-là, et notamment envers l'Afrique, ou bien il y a une volonté politique qui a une autre voie, j'ose dire. Oui, mais vous posez un vrai problème, mais j'ai envie aussi de vous répondre que les blocages sont des deux côtés de la Méditerranée. C'est-à-dire il faut s'appuyer évidemment sur la diaspora. Oui. Pour de chacun des pays pour alimenter les relations entre les deux rives de la Méditerranée. La diaspora doit représenter un levier absolument indispensable, mais je dois dire que les blocages peuvent aussi venir des pouvoirs publics constitués dans chacun des pays de la rive sud de la Méditerranée. Et où, d'une certaine manière, ce que vous nommez comme franco-marocain, franco-algérien, franco-tunisien, sont aussi parfois regardés comme étant, d'une certaine manière, de nulle part, ni du pays d'origine, ni du pays d'accueil. Vous savez ce que disait Abdelmalek Sayad des migrants, des immigrés. Ils disaient qu'en réalité, ils étaient bien uniquement sur le temps du voyage, parce que lorsqu'ils se trouvaient dans le pays d'origine, parfois la population locale les regardait comme venant d'ailleurs, et dans le pays d'accueil, c'était aussi regardé comme étant d'ailleurs et pas tout à fait intégré. Donc, je crois que les pouvoirs publics des deux rives de la Méditerranée ont à travailler ensemble et à lever un certain nombre de préventions. C'est à eux de montrer l'exemple, mais bien entendu que c'est une richesse pour une chance pour les deux rives de la Méditerranée que de s'appuyer sur les savoir-faire. Votre constat, M. Pierre-Henri, est tout à fait juste et je peux vous l'approuver d'une manière directe parce que je suis un franco-marocain depuis un certain temps, depuis plusieurs années, et le Maroc même, il a fait un discours de Sa Majesté qui est dans ce sens que les Marocains de l'étranger, c'est-à-dire franco-marocains ou autres, ont le droit de participer activement dans la vie politique, mais aussi participer activement dans la vie économique du pays d'origine, c'est-à-dire notamment le Maroc, que je connais parfaitement. Malheureusement, à ce jour, ce droit constitutionnel, donc c'est marqué noir sur blanc, est bafoué à ce jour. Donc, il y a beaucoup de compétences franco-marocaines, je parle des Marocains, mais aussi d'autres nationalités, ont cette difficulté. Est-ce que, selon vous, et ça complète ma première question, est-ce que le fait comme quoi la France était un pays qui avait il y a des relations historiques, colonisation, protectorat ou autres, peut jouer un rôle avec ces trois pays qui sont liés encore avec la France sur plusieurs domaines politiques, économiques, diplomatiques, tout ce qu'on sait, et d'autres, est-ce que la France peut jouer un rôle, pour faire passer un message, ce qu'on vient de citer, mais encore mieux, de faciliter cette intégration maghrébine, ce grand Maghreb qui traîne le pas encore et encore. Oui, alors je serais extrêmement prudent parce que bien évidemment chacun des pays de la rive sud comme de la rive nord sont des pays souverains et c'est d'abord à eux de faire les efforts qui sont nécessaires pour construire cet espace économique qui est bien souvent appelé de leur vœu par la population, par les populations locales, par la société civile, qui parfois se moque bien des blocages des responsables politiques. Mais vous savez,
le grand Maghreb arabe, c'est d'abord aux sociétés les premières concernées de le faire, de le construire et de dépasser leur clivage historique. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, que la France ait à réfléchir sur le rôle que doit jouer les diasporas et les personnes issues de ces pays, séjournant régulièrement sur leur sol ou alors bénéficiant de la double nationalité, évidemment, et qu'elle doit s'en servir aussi comme levier pour le développement de nos relations économiques. Bien sûr. Tout en ajoutant évidemment que la chose suivante, c'est très bien, c'est une richesse que d'avoir deux pays, mais la règle du jeu qui s'applique, c'est celle du pays d'accueil. Si je parle de la France, et notamment en termes de relations aux politiques, de relations aux religieux. Encore une fois, je pense que c'est une richesse et que personne ne demande à quiconque d'abandonner sa culture ou ses références originales. Mais par contre, la règle du jeu, du vivre ensemble, qui s'applique, c'est celle du pays d'accueil et pas une autre. Je crois qu'il faut aussi avoir ça très nettement en tête, et notamment par rapport à la question religieuse qui aujourd'hui envahit un peu trop l'espace public. Justement, M. Père-Henri, justement parce que c'est la suite par rapport à cet échange. Hein, donc, là, on va y aller encore sur un sujet d'actualité. C'est le sujet des attentats en France. C'est le sujet, ce climat d'angoisse pour les Français, mais aussi pour les musulmans, parce que les musulmans maintenant se trouvent dans une position, comme tout le monde le sait, autant que victime et coupable. Et il y a de la récupération par-ci par-là. Il y a le Français a besoin d'une assurance, le musulman aussi il a besoin d'assurance. Elle sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et on se trouve dans un problème où la France n'est pas prête à affronter, notamment dans un pays laïque, de gérer un dossier religieux, notamment l'islam. Oui, alors, voyez, vous dites les Français ont besoin d'assurance et les musulmans ont aussi besoin également d'assurance. Eh bien, moi, je vous dirais, les Français, quelle que soit leur opinion religieuse, ont besoin d'assurance. Les Français musulmans, comme les autres. L'islam est une religion de France, clairement, et nous devons faire ensemble avec. Après, ça implique un certain nombre de règles. L'islam de France doit être piloté en France par des imams formés en France, parlant français et respecter évidemment des règles de la société d'accueil. C'est aussi simple que cela. Et je crois qu'il faut rappeler à l'ensemble de nos auditeurs la chose suivante. Nous devons avoir Français de toute origine, de toute obédience, croyants ou non croyants. Nous devons avoir que le djihadisme pour ennemi commun, que l'antisémitisme pour ennemi commun, que le racisme pour ennemi commun. Le reste, c'est à nous de le construire ensemble, quelles que soient nos différences. Encore une fois, croyants, non-croyants, ce n'est pas la question. La croyance, c'est une affaire intime qui doit rester dans la sphère intime et qui ne doit pas prétendre à vouloir organiser la vie de la cité. C'est comme cela que je conçois la liberté dans mon pays. Et bien souvent, la question laïque, qui est mal comprise, doit être pensée comme une liberté, la liberté de croire, de ne pas croire, la liberté de se rendre dans un lieu de culte digne, ou de ne pas s'y rendre,
mais le respect tout simplement de l'organisation politique qui, dans ce pays, avec beaucoup de difficultés, a mis la question religieuse à distance. Et c'est cela qu'il faut se rappeler. Et d'ailleurs, je vais vous le dire très tranquillement, que l'immense majorité des musulmans de France ont bien compris. Ce n'est pas parce qu'il y a une dérive criminelle de quelques-uns et qui doit aussi nous interroger, d'une part de notre jeunesse commune qui est perdue, que pour autant on doit se livrer au moindre amalgame. Monsieur Pierre-Henri, avant de poser ma dernière question, sachez-le que le travail qu'on est en train de faire, c'est dans ce sens-là. C'est de communiquer dans ce sens-là, de permettre aux uns aux autres, et surtout avec les interventions des non-musulmans qui parlent de ce sujet. Croyez-moi, ça rassure énormément de musulmans de France. Mais encore mieux, aussi on donne la parole à des musulmans de France de s'exprimer avec des théologiens, avec des chercheurs, avec d'autres, d'expliquer aussi leur point de vue. Donc on est sur votre vision de la chose. Ce n'est pas comment vivre ensemble, mais comment faire ensemble. Vous avez bien raison. Le vivre ensemble, comme dit un philosophe, écrivain français, Régis Debray, sont les vaches qui vivent ensemble. Les hommes, ils font ensemble. Et c'est ce que nous avons à faire ensemble et en toute fraternité. Et c'est le message des hommes et des femmes de bonne volonté qui doit aujourd'hui prédominer. Et je vous en remercie. Je vous remercie de bien vouloir relayer ce message et notamment en me donnant la parole. Et puis, plus loin, en travaillant ensemble. Écoutez, Monsieur Pierre-Henri, merci infiniment. Soyez la bienvenue quand vous le souhaitez dans l'émission Arc-en-Ciel qui sera du pluriel. Donc on transmet en direct. Notre objectif, c'est simplement d'apaiser notre pays, mais aussi donner une image de rayonnement d'un pays comme la France. Merci infiniment. Merci. À bientôt, merci monsieur. À vous. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.